Jacques Roger Chaud, savoir, comprendre et agir. Le navire Jacques Roger Chaud vient donc juste d'accoster et à bord le commandant Jacques Roger vous dit donc bonjour et bonsoir car nous sommes écoutés un peu partout dans les quatre coins du monde. Il fait bien jour dans certains pays et nuit dans d'autres. Jacques Roger Chaud, toujours imité, toujours concurrencé, mais jamais égalé. Le Jacques Roger Chaud est une vraie émission de société interactive avec des invités acteurs de la vie économique, sociale, politique et culturelle de la diaspora et du continent africain avec toutes vos réactions en direct. Pour participer à nos émissions, appelez dès aujourd'hui. (218-862-7200) et le code 81 36 41. Visitez aussi nos sites le www.ivoirenews.net, le www.jacquesrogershow.com et jacquesrogershow.net. Jacques Roger Show est une vraie émission de société et de débat sur Ivoire News Radio International et de jacquesrogershow.com. Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute donc de notre émission Jacques Roger Show sur NRI Radio. Nous sommes aujourd'hui vendredi 16 novembre, voilà 2012. Vous voyez que les jours filent très rapidement. Voilà, le mois prochain c'est déjà la Noël et la fin d'année. Alors dans quelques instants, aux environs certainement donc de 18h. 18h, nous allons certainement avoir 18h, voilà, aux environs de 18h, monsieur Sadio Barry, avec lui nous allons faire un peu le point donc de la situation, j'allais dire un peu sociopolitique donc en Guinée, et surtout parler un peu donc de sa récente sortie. On pouvait parler un peu de la petite guéguerre entre lui et monsieur Alpha Isiaga, donc de l'UFDG, membre du bureau fédéral du UFDG, monsieur Sadio Barry, qui est donc l'administrateur donc du site Guinée Presse Info. Et ensuite, peut-être voir à quelques minutes en exclusivité monsieur Fodéoussou Fofana, qui est donc le vice-président donc de l'UFDG, en attendant certainement de l'avoir en live lundi prochain, pendant au moins des heures pour parler un peu de la situation sociopolitique en Guinée, et surtout parler donc de l'UFDG. Alors, ça sera donc pour tout à l'heure. N'oubliez pas que demain à partir donc de 18h30, nous allons donc avoir monsieur Fodé Souma, qui est donc le leader donc de la GECI, un parti politique en Guinée. Ça sera donc demain
à 18h30. Voilà, vous voyez que nous sommes très, très, très chargés. Mais en attendant, alors nous allons aller du côté donc, de Paris pour voir donc, le docteur Mouketou avec lui, faire donc le point donc, de la situation de l'actualité sociopolitique en Afrique, en Guinée, en passant par la Côte d'Ivoire et le Gabon et pourquoi pas le Mali. Alors, docteur Jean-Aimé Mouketou, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, bonjour Monsieur Jacogé. Je voudrais faire un rectificatif. Je suis à Bruxelles. Je suis venu participer à la conférence internationale de stratégie sur les pays en risque en Afrique. De façon générale, non pas des risques, si vous voulez, donc des risques politiques. Je crois que vous avez été informé qu'il y a cette conférence qui a été organisée depuis 2 jours à Bruxelles. Voilà. Voilà, encore d'accord, mais nous sommes tentés de nous poser la question, qu'est-ce qui fait courir donc le docteur Mouketou, parce que ça fait pratiquement 1 ou 2 mois, vous êtes un peu parti, vous êtes venu un globe-trotter pour parcourir pratiquement un peu l'Europe, tantôt vous êtes à Bruxelles, tantôt vous êtes en Pologne, tantôt vous êtes en Grande-Bretagne, on vous a même vu même en Asie, on parlait de votre séjour aussi en Israël, maintenant c'est à Bruxelles. Alors, qu'est-ce qui fait courir le docteur Jean-Aimé Mouketou? Monsieur Jacogé, bonjour d'abord et bonjour à vos auditeurs. Je voudrais juste vous signaler que vous rappelez, comme vous le savez, que nos États, de l'Afrique, à l'instar de la Côte d'Ivoire et mon pays d'origine et de la Guinée, ce sont des pays qui sont dirigés par des régimes antidémocratiques. Donc la réponse est simple. Là, par exemple, je suis à Bruxelles, je suis venu avec mon compatriote Régis Essono, représenter non seulement la convention de la diaspora gabonaise, mais surtout le mouvement Ça suffit comme ça, donc de la société civile que vous connaissez déjà. Donc je suis venu faire passer le message clair que le Gabon est un pays qui est dirigé par un pouvoir antidémocratique. Et quand je parle du pouvoir antidémocratique, c'est le pouvoir de M. Ali Bongo Ondimba, qui a été installé en 2009 par des réseaux mafieux et qui est là, un pouvoir qui est fondé sur, si vous voulez donc, un processus électoral complètement irrégulier, des fraudes à grande échelle, que vous savez, et le non-respect, si vous voulez donc, de la démocratie par des institutions républicaines, à l'instar de la Cour constitutionnelle, à l'instar de l'armée, à l'instar de, si vous voulez donc, d'autres institutions. Et nous avons un régime qui a ces institutions et toutes ces institutions qui sont inféodées à la famille Bongo. Donc c'est un message que je suis venu faire passer ici avec mon compatriote Régis Essono de la Convention et le représentant de la société civile en Europe. Et je voudrais aussi signaler que normalement, la société civile devait être représentée à cette conférence internationale, mais malheureusement, M. Georges Paga, que vous connaissez, M. Jacques Roger, n'a pas pu se déplacer parce qu'il a un problème avec son passeport gabonais à Libreville. Donc voilà, il y a, in fine, je vous dirais que une seule chose fait courir les opposants gabonais en ce moment, depuis un certain temps, au niveau international, c'est de faire véhiculer ce message que le Gabon est dirigé par un pouvoir établi par des réseaux mafieux et ce pouvoir doit partir en utilisant tous les moyens démocratiques. Démocratique, docteur Mouketou l'avait si bien dit. Alors, nous sommes tentés de nous poser la question, qu'est-ce qui se passe réellement au Gabon? Tantôt on parle de conférence nationale, tantôt c'est annulé, tantôt on parle de rencontres avec des leaders, tantôt on fait une sélection, un tri pour rencontrer le président Ali Bongo. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement, docteur Jean-Aimé Mouketou? Au Gabon, la situation est simple à présenter à vos auditeurs, M. Jacogé. Nous sommes dans une volonté d'un système politique établi, comme je disais, qui est en train de faire asseoir son hégémonie dictatoriale en utilisant la politique clanique, vous voyez, et en utilisant la violation des règles fondamentales de la démocratie pluraliste. Je vais vous citer quelques exemples parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Nous avons l'interdiction des partis politiques. Vous avez certainement entendu parler de l'interdiction de l'Union nationale.
pour avoir légitimement contesté avec véhémence l'élection de M. Ali Bongo Ondimba en 2009. Il y a des poursuites judiciaires arbitraires à caractère politique contre de nombreux cadres, ça vous êtes au courant, et sympathisants de plusieurs partis politiques. Vous avez reçu en tant que journaliste Maître Oyan, Paulette Oyan Ondo pour être plus précis, qui vous a envoyé le mémorandum des prisonniers politiques au niveau du Gabon. Nous avons l'interdiction des marches et autres modes d'expression pacifique au Gabon, M. Jacques Auger. Nous avons des citoyens qui sont arrêtés de façon injuste. La réforme constitutionnelle, ça c'est un exemple que je voudrais vous donner aussi. La réussite de cette réforme constitutionnelle qui a été faite de façon unilatérale en 2011. Et c'est M. Ali Bongo, le dictateur M. Ali Bongo, qui a pris cette décision, et c'est une décision qui lui a permis aujourd'hui de concentrer tous les pouvoirs, comme à l'époque de la royauté par exemple en France. Il a tous les pouvoirs entre ses mains, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Vous avez vu par exemple ce qui s'est passé en décembre 2011 avec l'organisation d'une élection législative truquée, et c'est quelque chose que les Gabonais n'acceptent pas. Et aujourd'hui, les Gabonais, à travers la société civile et la convention de la diaspora gabonaise, nous avons décidé de demander aux populations gabonaises, à partir du 8 décembre, d'aller s'inscrire massivement pour préparer l'organisation de la conférence nationale souveraine. Vous savez, M. Jacques Auger, dans tout État du monde, le pouvoir appartient au peuple. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et c'est ce que nous allons montrer au dictateur M. Ali Bongo Ondimba et sa bande des pieds nickelés qui sont à la tête du Gabon depuis 2009. Donc c'est le peuple qui est en train de prendre ses responsabilités face à ce régime mafieux, dictatorial, ce régime qui est totalement opposé à toute forme d'alternance politique au niveau du Gabon. Je crois que le moment est venu pour que les peuples africains comprennent que c'est d'abord le pouvoir des peuples. Ce sont ces peuples-là qui doivent diriger nos États et non une bande de pieds nickelés qui sont là à la tête de nos États et qui ne font pas avancer l'Afrique. De l'autre côté, les Gabonais commencent à se poser beaucoup de questions sur, j'allais dire, le rôle que jouent les leaders donc de la société civile et aussi même des partis politiques. Cette population gabonaise demande un peu un rajeunissement, j'allais dire, de cette classe politique. Alors, de temps en temps, on parle de plus en plus donc de André Baobam, mais où on attend Monsieur André Baobam, il n'est pas présent, il est absent. Bon, certaines personnes commencent certainement à douter un peu de son leadership. Alors, quel est votre point de vue par rapport à M. André Baobam? On nous dit qu'il est malade. Qu'est-ce qui se passe réellement? Monsieur André Baobam, comme tout le monde le sait, il a une santé assez fragile, mais il est en train de se rétablir, il est en train de suivre un traitement. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'est pas vraiment sur le terrain. Et je suis convaincu que ce monsieur, d'ici quelques jours, pourquoi pas quelques mois, il va retrouver sa forme et il descendra sur le terrain. Moi, je suis de ceux-là, monsieur Jacques Auger. Vous avez certainement lu ma réaction suite à ce qui s'est passé lors du meeting de l'opposition le week-end dernier. Il y a des populations gabonaises qui se sont déplacées massivement, comme d'habitude, assister à ces meetings, et ces populations sont arrivées avec une idée précise, en découdre avec le système PDG. Et ces populations attendaient que l'opposition, les leaders de l'opposition, leur donnent un mot d'ordre pour aller affronter directement ce système, ce qui n'a pas été fait. Ce qui fait que la présence de certains leaders de l'opposition au cours de ces meetings a été mal vue par les populations, puisqu'on nous a appris, ça vous le savez déjà, que les populations se sont mises en rogne et elles ont dit ouvertement à certains leaders de l'opposition que nous ne voulons plus entendre parler de ces leaders qui viennent dans les meetings juste pour entretenir les populations, et ils sont hésitants quand il s'agit d'aller affronter directement le PDG
et tout son système mafieux. Il y a eu beaucoup de Gabonais, il y a beaucoup de Gabonais aujourd'hui qui ont demandé ouvertement que l'opposition soit assurée maintenant par la société civile et les leaders de la diaspora gabonaise. Bon, moi, je ne suis pas là pour déclencher une guerre de génération. Je suis pour que nous travaillions ensemble avec nos aînés qui ont une expérience politique, mais il faudrait que nos aînés comprennent que la patience a des limites, surtout quand il s'agit d'affronter des régimes mafieux, dictatoriaux, dirigés par des pieds nickelés, comme nous le constatons au niveau du Gabon. Je vous donne un exemple pour être précis. En matière économique, M. Jacques Roger, nous notons l'augmentation, par exemple, du nombre de chômeurs au niveau du Gabon. Vraiment, c'est incroyable. Comment peut-on parler de chômeurs dans un pays peuplé d'environ 1 million d'habitants? On vous dit dans les écrits, dans les publications officielles, que le Gabon a 1 500 000 habitants. Mais c'est faux. Le Gabon a moins d'1 million d'habitants. Et on parle de chômeurs. Par conséquent, qu'est-ce qu'on constate? Nous avons la précarité au niveau des ménages. Vous voyez? Et pendant ce temps, le dictateur Ali Bongo Ondimba, qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse avec l'argent du Gabon. Au lieu de construire les hôpitaux, au lieu d'aller construire des écoles, au lieu d'aller équiper nos centres, disons des universités avec du matériel sophistiqué, qu'est-ce qu'on constate? Il va acheter, s'il vous plaît, un hôtel particulier à Paris qui a coûté 65 milliards de CFA. Je dis bien 65 milliards de CFA. Si vous prenez ces 65 milliards de CFA, M. Jacques Roger, là où vous êtes, si on vous les donnait, je suis convaincu que si on vous donne cet argent, on vous dit, allez-y par exemple dans un pays africain, faire des investissements. Mais vous allez faire des investissements incroyables. Qu'est-ce que nous constatons par exemple? Il va acheter pour un montant de 3 milliards de CFA la demeure du sénateur, le défunt sénateur Ted Kennedy. Vous êtes au courant de ça? Et qu'est-ce qu'on constate? Regardez les parcs d'automobiles. Des milliards. On parle de 10 milliards de CFA qui sont dépensés rien que pour la constitution d'un parc automobile par ce monsieur. L'achat d'un ranch en Afrique du Sud d'une valeur de 5 milliards de CFA. L'organisation à Libreville d'une course de bateaux de luxe. Vous savez combien ça coûtait, M. Jacques Roger? Je suis convaincu que vous savez. 14 milliards de CFA. L'organisation d'une partie, vous avez suivi ce qui s'est passé lors de la Coupe d'Afrique des Nations, pour 500 milliards de CFA. Au titre de cette manifestation, qu'est-ce que nous avons vu? La passation de certains marchés de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est faite sur le principe de gré à des sociétés proches de la famille présidentielle. Et ça, ce sont des choses inacceptables. Inacceptable. Aujourd'hui, on crie. Il y a beaucoup d'exemples. Je peux passer 2 heures, 3 heures, 4 heures en train de raconter, si vous voulez donc, les insuffisances en matière économique, en matière sociale. Je vous donne juste un exemple pour que nous soyons précis. La destruction, vous savez par exemple ce qui s'est passé en 2011 à Libreville. Il y a eu la destruction de plusieurs milliers de logements des populations économiquement faibles, sans proposition d'alternative crédible, aggravant, comme vous pouvez le constater, du même coup, la fracture sociale. Vous voyez, détruire les maisons des gens sans leur proposer des solutions crédibles. Je trouve que c'est inacceptable. Vous voyez, si vous allez à Libreville, vous allez voir que le système sanitaire est détruit. Vous voyez, la vie, vous savez que Libreville est l'une des capitales les plus chères du monde. Vous voyez, donc, M. Jacques Roger, oui, la situation est grave dans notre pays, et ce sont des choses qui ne peuvent pas laisser indifférents des gens comme nous autres. Voilà, je ne sais pas, quand je vous interpelle, si vous m'entendez, peut-être que j'ai un petit problème avec mon mic. Alors, je vous entends très bien. Des questions, peut-être des réponses assez courtes, de façon c'est tellement à toucher tous les différents segments, avec votre permission. Hein. Mettez peut-être un maximum, peut-être 1 minute 30 secondes par question. Comme ça, on pourra certainement toucher au moins la majeure partie donc des points. Voilà. Alors, vous avez parlé que vous êtes actuellement à Bruxelles pour une rencontre sur donc les risques politiques en Afrique. Est-ce qu'il y a réellement des risques politiques en Afrique et quelles sont les régions ou bien les pays qui sont aujourd'hui à risque? Écoutez, il y a des risques politiques en Afrique, M. Jacques Roger.
Nous avons des risques au niveau du manque, par exemple, d'organisation des élections libres et transparentes, le manque de gouvernance dans nos États. Nous avons des présidents, si vous prenez le cas du Burkina Faso, des présidents qui sont là depuis plus de 20 ans, 30 ans au pouvoir, sans organiser des élections libres et transparentes. Donc il manque des élections pacifiques, il n'y a pas de transition politique. Si vous prenez un pays comme le Gabon, je crois qu'il y a d'autres pays aussi, là on ne parle pas de transition politique, donc d'alternance politique. Pour dire court, quels sont les pays à risque aujourd'hui? La Côte d'Ivoire est un pays à risque sur le plan politique, même si vous avez les pieds nickelés d'Ozo qui ne veulent pas l'entendre parler. La Guinée Conakry, là où il y avait un espoir démocratique, on a vu quelqu'un qui est resté 50 ans dans l'opposition, qui a été très mal élu, et aujourd'hui il est dans l'incapacité d'organiser une élection libre et transparente. Si vous prenez toute la sous-région, au niveau de l'Afrique centrale, vous allez voir qu'il n'y a pas d'élection libre et transparente. Vous avez vu par exemple la réaction du président François Hollande quand il est allé au sommet de la francophonie, c'est qu'il a dit ouvertement à M. Kabila qui ne respecte pas les droits de l'homme. Si vous allez en Afrique de l'Ouest, j'ai cité le cas du Burkina Faso. Le Burkina Faso, n'en parlons pas. Blaise Compaoré, il est là pour déstabiliser des pays aujourd'hui qui devaient jouer un grand rôle au niveau économique, au niveau culturel, au niveau d'autres aspects avec la société. Je cite le cas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est maintenant des pays comme le Sénégal, que je respecte bien en matière démocratique. Vous voyez des pays comme le Burkina Faso qui sont en train de jouer maintenant la loi du plus fort au niveau de l'Afrique de l'Ouest, alors que ce rôle devait faire, quand je parle des pays francophones, devait être fait par un pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui devait être considérée comme le moteur au niveau de la francophonie, par exemple dans cette sous-région, au niveau des pays de l'Afrique francophone. Voilà à peu près, bon, pour être bref, les pays qui sont à risque aujourd'hui. Vous pouvez aller du côté de l'Afrique australe, c'est vrai qu'il y a la démocratie là-bas, mais vous avez encore des pays où il n'y a pas de démocratie, par exemple le Zimbabwe. D'accord. Alors, docteur Mouketou, puisque vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, un peu du Sénégal, alors nous allons aller pays par pays. Alors, au niveau donc de la Guinée, tout à l'heure, vous avez été très clair. Vous avez un président qui est resté près de 50 ans dans l'opposition, qu'il arrive au pouvoir, qu'il est donc dans l'incapacité totale donc d'organiser un peu donc des élections. Alors, selon vous, puisqu'on vient de mettre une CENI en place, qu'est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies certainement pour aller aux élections, ou bien c'est plutôt un peu des petits pièges qu'on tente toujours afin donc de ne pas organiser des élections donc transparentes? Je voudrais vous dire d'emblée, M. Jacques Auger, vous savez, le dictateur ne change jamais, quelles que soient les intelligences que vous pouvez mettre autour de lui. Et c'est ce qui va se passer en Guinée. La Guinée, depuis plus de 2 ans, est dirigée par un système dictatorial, un système antidémocratique. Vous pouvez utiliser toutes les intelligences du monde et mettre ces intelligences autour du professeur Alpha Condé, vous allez voir qu'il n'y aura jamais de démocratie dans ce pays, parce que ce monsieur a montré des limites. Quand vous parlez de la mise en place de cette institution qui sera chargée d'organiser de quelle élection, il n'y aura jamais d'élection transparente. Mais ce monsieur a montré au monde entier qu'il n'y aura jamais d'élection transparente. Est-ce que vous avez déjà vu, M. Jacques Auger, dans un état de droit, un chef d'État qui refuse de mettre une institution qu'on appelle le Parlement dans son pays? Un État qui n'a pas de Parlement, c'est un État qui ne fonctionne pas sur le plan politique et même sur le plan administratif. Ça veut dire que nous sommes dans un système monarchique. C'est le roi qui décide, et le roi au niveau de la Guinée aujourd'hui, c'est le professeur Alpha Condé. Il décide, il fait ce qu'il veut. Il peut aujourd'hui dire au monde entier, en montrant que voilà, je suis en train de mettre une institution qui sera chargée pour mettre en place, pour organiser des élections libres et transparentes, mais il n'y aura jamais d'élections libres et transparentes ou pacifiques dans ce pays tant que ce professeur dictatorial sera à la tête de la Guinée. Ne nous leurrons pas, ne rêvez pas, il n'y aura pas d'élection transparente tant que ce monsieur sera au pouvoir, monsieur Jacques Auger.
D'accord. Alors, quittons un peu la Guinée, revenons donc au niveau donc de la Côte d'Ivoire, hein, où M. Alassane Dramane Ouattara, qui est bon, même si beaucoup de personnes ne l'aimaient pas, mais disons se disait avec sa culture qu'il a eu certainement dans des grands pays comme les États-Unis et la France, allait certainement un président très démocrate, un président qui allait respecter donc les droits de l'homme. Je sais que vous avez été déjà sceptique depuis le premier jour, hein, vous avez toujours été sceptique. Aujourd'hui, M. Alassane Dramane Ouattara vient donc de dissoudre donc, le gouvernement sous prétexte que le PDCI-RDA a décidé certainement donc d'analyser en profondeur le projet de loi afin donc de voter. Alors, je vais vous écouter un peu la réaction donc de son parti, et puis certainement avoir un peu votre commentaire par rapport à ça. Par la dissolution du gouvernement par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Cette dissolution continue de susciter des réactions. Celle du RDA, le Rassemblement des Républicains, a été rendue publique hier au cours d'une conférence de presse suivie par notre reporter Gabriel Zani, son compte-rendu. Le Rassemblement des Républicains RDR n'a pas attendu longtemps pour réagir face à l'actualité brûlante de ces dernières 24 heures. Le parti se dit préoccupé par le rejet du projet de loi portant modification du code de la famille par les groupes parlementaires PDCI et UDPCI. Une opposition ayant eu pour conséquence la dissolution du gouvernement par le président de la République, Alassane Ouattara. Le RDR est préoccupé par ce vote négatif, qui traduit une remise en cause de l'esprit de solidarité sur lequel repose l'alliance du RHDP. Alors, Dr Jean Mouketou, sous le principe de l'esprit donc de solidarité, est-ce que les députés doivent se déculotter? Les députés ne doivent pas directement analyser des projets de loi, même si ces projets de loi sont venus donc de la présidence. À votre avis, Dr Jean Mouketou? Mais Monsieur Jacques Roger, ce que nous observons au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est de la dictature pure et simple. Vous savez, dans un État démocratique, ce qui se passe dans votre pays est inacceptable. Il y a une séparation de pouvoir entre le Parlement et la présidence de la République. Le président de la République et son gouvernement proposent des lois au Parlement. Et le Parlement est libre d'accepter ou pas ces lois, M. Jacques Auger. Et ce que nous observons dans votre pays, c'est que nous avons un régime présidentiel qui ne comprend pas le fonctionnement des institutions dans un État. Ou bien on dissout l'Assemblée nationale, on dit que la Côte d'Ivoire n'aura plus d'Assemblée nationale et qu'on installe un régime monarchique dirigé par le dictateur Alassane Ouattara. Et c'est ce que nous constatons. Mais quand, regardez un peu ce qui se passe dans les États démocratiques, regardez aux États-Unis, le nombre de lois qui sont réfutées, rejetées par le parti politique de l'opposition qu'on appelle les républicains. Vous avez déjà vu Barack Obama en disant je vais dissoudre l'Assemblée nationale parce que le Parlement a refusé, ou bien le Sénat, je ne sais pas. Vous avez vu en France, François Hollande est au pouvoir. Est-ce que vous savez le nombre de lois qui ont été rejetées déjà par la majorité présidentielle au Sénat, à l'Assemblée nationale? Tout récemment, on parlait d'une loi qui n'a pas été acceptée par les partenaires de gauche, une loi qui a été rejetée. Vous avez entendu que M. François Hollande a dit « je dissous l'Assemblée nationale ou bien le Sénat ». Mais ce n'est pas possible, ça n'existe pas dans un État démocratique. Ça existe seulement dans nos États qui sont dirigés par des pieds nickelés, comme on le constate au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est inacceptable. Les Africains doivent se réveiller pour dire au docteur Alassane Ouattara qu'il fait honte au monde entier. Le monde entier, les instances institutionnelles, l'ONU, la Banque mondiale, le FMI lui ont donné tous les pouvoirs, tous les soutiens. Mais regardez ce qu'il montre au monde entier, l'incapacité de diriger un État aussi fort comme la Côte d'Ivoire, riche, qui a toutes les ressources humaines, toutes les ressources minières, toutes les ressources, si vous voulez, donc naturelles. C'est inévitable. On ne peut pas accepter de telles comédies politiques dans un État comme la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, in fine, je dis aux Ivoiriens qui sont à l'étranger, réveillez-vous, comme disait le pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur de ce régime. Réveillez-vous, retroussez vos manches, mettez les culottes, mettez les pantalons, mettez vos baskets.
Descendez dans les rues, dire à ce régime que c'est inacceptable. Le pouvoir appartient au peuple. Si vous ne respectez pas l'Assemblée nationale, vous allez respecter qui? C'est la question que je vous pose. Alors, docteur Jean-Aimé Mouketou, bon, de toute façon, vous êtes un analyste politique. Est-ce que vous pensez que c'est la raison? D'ailleurs, avant de vous poser cette question, j'aimerais certainement avoir un peu votre lecture au moins de cette nouvelle proposition de loi. Dans les débats ces 2 jours, je n'ai pas eu votre input. Alors, j'aimerais certainement avoir votre point de vue par rapport à cela. Alors, la nouvelle proposition, l'ancienne proposition dit, le mari est le chef donc de famille. Il exerce donc cette fonction dans l'intérêt commun du ménage. Alors, la nouvelle proposition dit la famille est gérée conjointement par donc les époux dans l'intérêt donc des ménages et donc des enfants. Il assure ensemble la direction morale et matérielle donc de la famille, prévoit donc à l'éducation donc des enfants et prépare donc leur avenir. En somme, le PDCI-RDA a dit que c'est une loi qui est assez vague, qui ça risque certainement de créer beaucoup de confusion dans un foyer, qu'un foyer où il n'y a pas certainement donc de chef de famille ne sera pas du tout un bon foyer. Alors, quel est votre point de vue par rapport certainement à ce projet de loi? Ce n'est même pas encore une loi, c'est un projet de loi qui est discuté déjà en commission. Et voilà. Mais le projet de loi est simple. Vous savez, il y a l'égalité de sexe dans le monde. L'homme et la femme, c'est ce qu'on cherche dans le monde, doivent être au même niveau. Les Africaines et les Africains doivent être au même niveau. Ce projet de loi est clair. Mais pourquoi il est réfuté aujourd'hui? Mais parce que les Dozo ont une autre culture, une autre analyse sur la femme. La femme, selon eux, est un objet. Vous voyez? Donc, quand il y a un projet de loi qui arrive pour mettre l'égalité au niveau des 2 sexes, mais ils ne sont pas contents. Parce que la femme, pour les Dozo qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, la femme est un machin et c'est quelque chose d'inacceptable. La femme, comme on le précise dans ce projet de loi, doit être au même niveau. Oui, docteur Mouketou, en fait, ce que je vais vous dire un peu, ça, on peut dire que c'est un peu le contraire, puisque ce que vous appelez les Dozo, c'est ceux qui ont supporté au moins ce projet de loi. Et, vous êtes sûr que c'est eux qui supportent ce projet de loi? Attention, monsieur Jacogé, faites très attention. Vous savez, la politique, c'est une ruse. C'est une ruse. Si vous lisez, vous connaissez l'histoire de l'Iliade et d'Odyssée. Les Dozo sont en train d'utiliser une ruse. C'est eux qui se cachent derrière tout ce qui se passe là. Ils brandissent en disant qu'ils sont là, ils sont pour ce projet. C'est faux. Ils ne sont pas pour ce projet. C'est eux qui sont en train de créer du désordre. C'est ce qu'on appelle la politique mafieuse. Et ce n'est même pas la politique de ruse, c'est la politique mafieuse. C'est eux qui sont derrière tout ce désordre-là. Ne pensez pas, vous savez, faites attention avec la politique. La politique, c'est un couteau à double tranchant. En train de dire, où je peux certainement vous supporter un tout petit peu, c'est que nous savons que M. Alassane Dramane Ouattara a plus donc de 130 députés à l'Assemblée nationale. Et sur les 130, pratiquement 120 ou bien 110 à 120 qui sont tous du Nord, qui sont musulmans. Et nous savons que la région musulmane, cette région musulmane est très claire. C'est l'homme qui est donc chef des familles. Alors, comment des personnes qui ont cette vision peuvent certainement apporter au moins leur point, leur OK à ce projet de loi, sachant que eux-mêmes dans leur région, ça n'y passera pas. Mais c'est ce que vous savez, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est la politique dosocratique. Ils ont une idée déjà dans la tête. L'homme doit être au-dessus de la femme. C'est comme ça chez eux. C'est ancré dans leur esprit. Vous voyez, on peut venir faire des projets de loi. Ils peuvent venir s'exhiber avec leurs fusils, puisqu'ils ne fonctionnent qu'avec ces fusils-là, en disant que voilà, nous sommes les démocrates, nous sommes pour ce projet. Mais c'est faux, ils ne sont pas pour ce projet. Ils ont une culture où la femme doit être considérée comme inférieure à l'homme. Et ça, c'est inacceptable. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent dans leur religion. Et je ne veux pas parler de la religion ici, mais c'est comme ça qu'ils sont. Allez-y voir comment les femmes sont maltraitées dans certaines parties, certaines régions de Côte d'Ivoire. Allez-y voir. Et des régions là où il y a des dozos. Vous n'allez pas me dire que les femmes sont libres. Les femmes ne sont pas libres dans ces régions qui sont gérées par des dozos.
Les femmes sont maltraitées, elles ne sont pas respectées, elles sont humiliées, elles sont considérées comme des objets, elles n'ont rien à dire, c'est l'homme qui doit tout faire. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable, M. Jacques Auger. Alors, donc, Jean-Aimé Mouketou, c'est inacceptable. Alors, je sais que quand il s'agit donc de la Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup de choses à dire, puisque vous connaissez très bien ce pays. Hein. Alors, avant certainement de vous laisser partir, puisque nous allons donc avoir, d'ici quelques petites minutes, Monsieur Sadio Barry, parler un peu du Burkina Faso. De plus en plus, on parle donc de la candidature donc du frère donc de M. Blaise Compaoré et François Compaoré à la tête de ce pays. C'est un peu donc la vraie monarchie qui est en train de s'installer certainement dans ce pays. Hein, si c'est les informations qu'on nous donne sont pratiquement vérifiées. Alors, docteur Mouketou, un petit mot par rapport à ça. C'est pas surprenant. Vous savez que c'était le cas au Gabon. Hein. Il y avait des rumeurs quand on disait que le président Omar Bongo Ondimba, paix à son âme, il devait pas finir 2009, les gens, même dans des chancelleries occidentales, on en parlait déjà, c'est comme au Burkina Faso, Blaise Compaoré, je lui souhaite longue vie, qu'il vive même pendant 2 siècles, mais qu'il note bien qu'il ne va pas rester là éternellement au pouvoir. Donc tout ce qu'il est en train de faire, ça rentre dans le cadre, comme vous étiez en train de le dire, dans le cadre d'installation d'un régime monarchique, parce que ce monsieur, il est convaincu que si la démocratie s'enracine au Burkina Faso, mais tous ces valets, tous ces pieds nickelés qui sont autour de lui n'auront plus rien. Donc ils sont obligés de se battre pour enraciner ce régime qui ne respecte pas les droits de l'homme. C'est pas surprenant. Ce qui se passe, c'est pas une rumeur, c'est la réalité. Nous savons que l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, est dirigée par ces malades, pour ne pas dire ces malades qui nous gouvernent, vous voyez. Et c'est le cas, si vous voulez, donc au Burkina Faso. Je ne veux pas ici dire que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Gabon, que ce soit au Burkina Faso, allez-y, demandez aux médecins sur l'état de santé de ces gens. Je leur souhaite excellente santé, comme je disais, qu'ils vivent pendant même 2 siècles, puisqu'ils ont cette idée dans la tête qu'ils sont là éternellement. Au lieu, vous voyez, M. Jacques Auger, le problème est simple. Le cas du Burkina Faso, voilà quelqu'un qui est arrivé à la tête de ce pays en assassinant son véritable ami. Et aujourd'hui, il est toujours dans les capacités d'assurer, d'enraciner la démocratie. Il est obligé de jongler, de chercher à se faire remplacer par son petit frère. Mais je voudrais dire ceci, c'est mon dernier mot. M. Blaise Compaoré, qu'il comprenne que la bêtise a des limites. La stratégie de se faire remplacer par son petit frère, ça ne marchera pas au Burkina Faso. Ça ne marchera pas. Parce que l'idée selon laquelle c'est la famille Blaise Compaoré qui doit rester là et que c'est cette famille qui pilote le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est inacceptable. Ça ne marchera pas. Un jour viendra où les Burkinabés diront à Blaise Compaoré, écoutez, ça suffit comme ça. D'accord. Alors, docteur Jean-Aimé Mouketou, alors restez si vous voulez en ligne. Nous allons donc avoir dans quelques minutes M. Sadio Barry et ensuite, si tout marche bien, avoir donc en direct M. Fodo Oussou Fofana qui va donc arriver aujourd'hui aux environs donc de 18h, je pense 18h, 18h30. Alors donc peut-être que nous allons l'avoir pour quelques petites minutes et ensuite, si tout marche bien, peut-être le lundi avoir un live pour un débat. N'oubliez pas donc demain samedi à partir donc de 18h30 nous allons donc avoir Monsieur Fodé Souma, Mohamed Souma donc de la GC avec lui faire un peu donc parler un peu de la politique de la situation j'allais dire sociopolitique donc en Guinée. Voilà, restez en ligne. Le temps donc c'était d'avoir donc notre ami Monsieur Sadio Barry. William Production Kanyuma et Funk